Bonsoir à tous et bienvenue, c'est l'Info du Vrai. Nous sommes ravis de vous retrouver pour 1h30 d'actualité en direct comme chaque soir sur Canal+. Nous vous proposons ce soir une émission en 2 parties. Dès 19h10, l'Info du Vrai, l'événement est ce soir intitulé « Gilets jaunes, Macron déclare la riposte ». Il l'a dit hier très clairement, s'il pouvait interdire les manifestations, il le ferait. Nous sommes donc passés des Gilets jaunes et Macron à Macron et les Gilets jaunes. On découvre par ailleurs que le mouvement coûte de plus en plus cher qu'on ne l'imaginait, en tout cas aux contribuables, notamment dans nos grandes villes où ça se chiffre maintenant en dizaines de millions. Le président a-t-il les moyens effectifs de la riposte pour stopper la violence? Débat avec nos invités dès 19h10. Mais tout de suite, vive le réchauffement climatique. Il y a un an, à la même date, nous portions tous des anoraks et les températures étaient négatives. Mais en ce moment, ça n'est pas le printemps, mais littéralement l'été en hiver. Du coup, on nous sort tout l'arsenal des limitations de vitesse et d'entrée dans les villes sur fond de pollution et d'allergie au pollen. Un 27 février, ça peut surprendre. Alors, que retenir en fait de tout cela? Ces mesures ont-elles une quelconque influence sur notre santé et sur la survie de la planète? Nous allons en débattre avec nos spécialistes. Mais tout de suite, le premier reportage de cette émission. On vit une période tellement anxiogène que maintenant on s'inquiète quand il fait beau. Retour sur une pluie de record bien agréable. Laure Herpeux et Basile Bonne avec Adrien Denis. Pour ce père et sa fille, cet après-midi, l'activité c'est château de sable sur la plage. Le nécessaire indispensable pour s'amuser sur la plage. De quoi faire des glaces au sable, des coquillages au sable. Non, les Dunkerquois n'ont pas perdu le nord. 27 février, 15 degrés sur la côte d'Opale. Ce n'est pas encore le printemps, mais à regarder le ciel, c'est tout comme. Février c'est un peu exceptionnel et puis ça fait les jeux des petits et des grands. On est bien, alors on est quand même sans manteau, sans foulard, sans bonnet, et on a le soleil, le ciel bleu, on est super bien. Un soleil de février à faire pâlir celui du mois d'août. 26 degrés à Saint-Jean-de-Luz, c'est plus que les normales de l'été. Des records de température qui tombent les uns après les autres, certains vieux de plus de 50 ans. 24 degrés à Béziers, 19 à Noirmoutier, 20 à Paris, 16 degrés à La Baule et les premières baignades. On est passé pour des fous, mais écoutez, nous on est pas assez près. En Bretagne, il fait toujours beau avant partout parce que c'est l'ouest et le beau temps arrive par l'ouest. Un hiver exceptionnellement doux, les Bretons s'en amusent. À Météo France, en revanche, on s'inquiète. Depuis 15 jours, ce prévisionniste a vu sa carte prendre un gros coup de soleil. On voit en particulier que sur la région du Massif central, mais également près des Ardennes, on a eu des anomalies de température de 12 à 14 degrés, c'est-à-dire qu'on était 12 à 14 degrés au-dessus de la normale. On avait des températures dignes d'une fin mai, donc à la fin du mois de février. À Paris, alors que le soleil s'était fait discret en début d'année, il n'a jamais autant brillé pour un mois de février. 137 heures d'ensoleillement, du jamais vu depuis les débuts des relevés dans la capitale. Pour comprendre, il suffit de lever les yeux, pas un nuage dans le ciel. On distingue donc une Europe de l'Ouest protégée par l'anticyclone avec absolument aucun nuage, donc c'est tout à fait remarquable, notamment pour un mois de février. Et puis on voit bien que les perturbations, les masses nuageuses contournent cet anticyclone, donc par le sud du Groenland, par l'Islande, et puis redescendent vers l'est de l'Europe. Un anticyclone chasseur de nuages, notamment les stratocumulus. Ces nuages bas, chargés en eau, essentiels pour nous protéger de la chaleur. La NASA a d'ailleurs imaginé un scénario dans lequel ces nuages auraient disparu. Une disparition qui ferait bondir le thermomètre. Conséquence, plus 8 degrés sur la planète. Une étude alarmante d'un monde sans nuages et qui se réchauffe, dans lequel nous ne sommes pas encore, mais que les spécialistes constatent un peu plus chaque jour. En tant que météorologue, c'est une chose que l'on vérifie, j'ai envie de dire, tous les jours, même depuis de nombreuses années. On bat de plus en plus de records de douceur et on bat de moins en moins de records de froid. Donc cet épisode de grande douceur, qui plus est durable, est cohérent avec le réchauffement climatique. Et donc c'est effectivement un des symptômes du réchauffement climatique et il faut s'attendre dans les prochaines années, voire dans les prochaines décennies bien sûr, à avoir de plus en plus d'événements doux, précoces de ce type. Un épisode de douceur qui va pour l'instant prendre fin. Nuages et pluies sont attendus sur le pays dès demain.
Et avec nous pour commenter cette actualité, Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur consultant en énergie-climat, enseignant à l'école des mines ParisTech. Vous présidez par ailleurs le laboratoire d'idées The Shift Project et êtes membre du Haut Conseil pour le climat. Votre dernier livre, Dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus sur le climat et l'énergie, est paru chez Odile Jacob. Martine Pérez est médecin et journaliste médicale indépendante. On vous retrouve notamment sur Pharma Radio et votre dernier livre, Cancer, quel risque, vient de paraître aux éditions Quae. Enfin, Emmanuel Bocry est météorologiste et prévisionniste à Météo France, où il dirige la division médias. Vous vous souvenez du temps qu'il faisait il y a un an, très exactement? Non, pas tout à fait, mais le temps qu'on vit en ce moment est quand même... C'est une période exceptionnelle. J'ai vérifié ce matin, on était dans des températures négatives et on était tous en anorak, je n'invente rien. À la même date l'an dernier. Oui. Et on n'était pas loin d'un épisode neigeux, si ma mémoire est bonne. Bravo. Tout à fait. Donc il faut savoir que non, des épisodes de douceur au mois de février, on en a déjà vécu, mais on n'a jamais vécu quelque chose d'aussi intense en durée et en intensité. Cet après-midi, au moment où j'ai quitté Météo France, on n'avait pas encore toutes les valeurs de record, mais au pied des Pyrénées, on enregistrait du 27,7 degrés côté Pyrénées-Orientales et du 28,1 degrés côté Pyrénées-Atlantiques. Oui. Ce qui est énorme, on n'a jamais vu ça. Actuellement, on est en train de battre une flopée de records de température pour un mois de février, on n'avait jamais vu ça. On a plus de 45 stations qui ont plus de 60 ans de mesure qui sont en train de battre un record. On n'a pas encore l'état des chiffres complets parce qu'il faut attendre la fin de la journée, mais on n'a jamais vu tomber autant de records en un temps aussi court. Je vous fais la remarque parce qu'elle est réelle, Emmanuel Bocry. Vous êtes un garçon tempéré et je ne cherche pas à faire un jeu de mots. C'est la première fois que je vous vois nous dire avec autant on va dire de véhémence, enfin le cumul et si je comprends bien la stabilité de ce qui se passe en ce moment. Enfin. Oui, alors pour revenir de façon très simple, en réalité on a un système anticyclonique qui s'est installé sur la France, sur l'Europe de l'Ouest, sur l'Europe de l'Ouest, qui est resté depuis une quinzaine de jours. Il est stable. Alors, on n'a pas l'explication exactement pourquoi il reste aussi stable, mais on connaît ce genre de phénomènes qui se produisent. Et là, on a toutes les conditions pour que chaque jour, on accumule un peu plus d'énergie. Et là, on est en train de dépasser des valeurs qu'on n'avait jamais enregistrées. Alors, je vais vous dire un truc idiot, c'est que je disais pour démarrer l'émission, l'atmosphère du pays est tellement anxiogène que maintenant, quand il fait beau, on s'en inquiète. C'est pas une plaisanterie, c'est une réalité. J'ai envie de vous dire, c'est quand même bien agréable. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Que c'est une météo. En fait, c'est très agréable parce qu'on voit ça avec notre prisme d'urbain, qui nous disons tiens, c'est sympa, on peut aller à la plage quand la ville est juste à côté de la plage, qu'on vient de voir, ou bien aller en terrasse quand on a une terrasse, etc. Et on se dit, comme l'urbain, tout ça ne va pas changer, la quantité de nourriture qui arrive dans les supermarchés, le prix que ça va coûter, le fait qu'on va avoir suffisamment d'eau pour mener nos activités correctement, qu'il ne va pas y avoir de problèmes sanitaires, etc. Vous êtes parfaitement lucide, c'est exactement ça. Donc on a une météo pour urbain, parce que c'est là que vivent les présentateurs météo, et c'est là que vivent les gens qui regardent la météo à la télé pour l'essentiel. Et de plus en plus de personnes sur la planète. Et de plus en plus de personnes sur la planète. Et en fait, il faut quand même qu'on comprenne que ce qui fait vivre la ville se trouve en dehors de la ville. C'est-à-dire que c'est pas dans la ville que pousse ce qu'on mange, c'est pas dans la ville que pousse ce qui va nous permettre de nous vêtir quand c'est des fibres textiles ou que se trouvent les puits de pétrole, mais c'est un autre sujet quand on porte du synthétique, enfin, etc. Donc, il faut qu'on comprenne que, en fait, ce qui est en train de se passer en ce moment, enfin, ou plus exactement, ce qu'on observe aujourd'hui, qui est cohérent avec une évolution structurelle de long terme, qui est le réchauffement climatique, va déplacer et créer des choses inédites un peu partout, dont avec le temps, une fraction croissante nous sera adverse. C'est-à-dire que c'est malheureusement le signe avant-coureur de quelque chose qui, plus tard et de façon inexorable à cause de l'inertie du système, va nous amener de plus en plus de choses qu'on risque de ne pas trouver très drôles. Est-ce que je peux vous dire ce que je viens de comprendre de ce que vous m'avez dit et qui était de mon point de vue parfaitement clair? C'était très agréable de boire une petite bière avec modération cet après-midi en terrasse, mais on va en prendre plein la gueule parce qu'en fait tout ça est en train de s'installer. Ça va avec quelque chose qui par ailleurs... Ça devient, il fait beau, la catastrophe arrive en gros. Ça va avec quelque chose qui est porteur de danger. Mais il y a plein d'autres choses qui sont sympathiques à court terme et porteuses de danger plus tard. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre dans le changement climatique, c'est que c'est un processus qui n'est pas réversible. On oublie très souvent ça. On a l'impression que ça va, ça vient. Bon, le jour où on en aura vraiment assez, on fera ce qu'il faudra et puis le truc sera derrière nous. Malheureusement, c'est pas réversible parce qu'il faut attendre des milliers d'années avant qu'un surplus de CO2 s'en aille de l'atmosphère. Donc, quoi qu'on fasse aujourd'hui sur les émissions, les 20 prochaines années sont scellées. C'est-à-dire ce qui va se passer sur les 20 prochaines années ne dépend pas de ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui. Donc si on commence à réduire les émissions, ce qu'il faut faire demain matin, on travaille pour nos enfants.
qui sont par ailleurs les générations futures, puisqu'ils n'étaient pas nés en 92, année de la Convention climat signée à Rio. Donc il faut bien comprendre ça, c'est qu'on est vraiment en train de voir en ce moment des choses qui sont inédites, et il y en aura de plus en plus à l'avenir, et qui sont la traduction d'une évolution qu'on ne peut pas arrêter à court terme, dont certains signes à très court terme sont plutôt sympas. Effectivement, voilà, se mettre en terrasse au soleil, on est tous mettre côté lézard. Il y a un truc très simple, c'est le soleil, c'est bon pour le moral. Mais on ne peut pas avoir que du soleil et de la chaleur, et il faut se rappeler que les Indiens, c'est la danse de la pluie, c'est-à-dire que quand il faisait trop beau pendant trop longtemps, ils trouvaient que c'était pas bien, et du reste, dans d'autres civilisations, on a sacrifié ce qui vous tombait sous la main pour obtenir le même résultat. Pas toujours de manière très probante, mais on essayait quand même. Alors, Amour Melon, ce matin, il faisait un temps absolument incroyable. Il fait beau. Comme on n'en a quasiment jamais vu, j'allais vous dire. Il fait beau à Langres, on va dépasser les 20 degrés à Langres, ce qui est assez étonnant. Mais dans le même temps, cet anticyclone qui nous apporte du beau temps, ça crée la sécheresse. On manque d'eau sur une grande partie de la France actuellement. Donc pour certaines personnes, certaines populations, certaines activités, c'est une bonne chose. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Je ne cultive pas le scepticisme pour le plaisir, mais vous savez très bien que, d'une certaine façon, beaucoup de ceux qui nous regardent se disent c'est agréable, c'est plaisant. Finalement, la météo, il y a toujours eu des écarts, et puis après, on s'en étonne. Enfin, voilà. Donc, la météo est quelque chose qui varie tout le temps. J'ai envie de vous dire que nous sommes difficilement crédibles à expliquer des choses parfaitement sérieuses, parce qu'elles nous emmènent loin en arrière. Vous avez eu raison loin en avant. Vous avez eu raison de nous dire, écoutez, si on fait des trucs aujourd'hui, ça touche nos enfants dans une vingtaine d'années, et du coup, ça pose des problèmes. Alors, on peut dire aussi que c'est un manque d'intelligence, parce qu'on a une incapacité à se projeter dans le futur, mais j'ai envie de vous dire que je comprends qu'on ait un scepticisme par rapport à ça, ou qu'on ne s'en inquiète peut-être pas à temps. Je comprends ce que vous dites, Yves, mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la situation météo qu'on a actuellement, elle nous pose des problèmes au niveau. Elle a le côté sympathique où effectivement on peut aller en terrasse, il fait beau, c'est vachement sympa, etc. On va à la plage, comme on a vu dans le reportage, les gens prennent plaisir. Mais dans le même temps, on manque d'eau, donc ça va avoir un impact sur l'agriculture. Et dans le même temps aussi, les conditions météo sont actuelles que ça favorise les épisodes de pollution atmosphérique. Donc c'est tout un ensemble. Je vais venir. Juste une question qui n'est pas une provocation, Martine Pérez. Est-ce qu'effectivement le soleil c'est bon pour le moral ? Mais bien sûr, on a montré, ça a été démontré qu'au niveau des yeux, il y a des capteurs qui font que certaines hormones sont produite quand il y a du soleil, en particulier la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, entre guillemets, puisque c'est la sérotonine qu'on stimule quand on prend des antidépresseurs. Donc ça a été démontré, le soleil c'est bon, pas seulement pour le moral, d'ailleurs c'est bon parce que ça vous fait fabriquer de la vitamine D, il y a pas mal d'impact sur la santé, ça permet aux personnes âgées de sortir de chez elles, parce que l'hiver elles sont confinées. Aujourd'hui, j'ai traversé des jardins, il y avait des personnes âgées qui n'étaient pas sorties de chez elles depuis quelques mois et qui étaient là dehors à prendre un peu de soleil. Effectivement, on parle de deux choses différentes quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui va se passer dans les 20 ans à venir. Non, on parle de la même chose. On parle de la même chose, pas au même moment. Un jour et sous des angles différents. Oui, exactement. Bon, donc vous nous confirmez que quand on est bien dans la rue en ce moment, c'est pas par hasard. Moi, je trouve ça hyper... Biologiquement, si je puis dire. Notre corps répond à une stimulation bien précise. Ah oui, c'est très important le soleil d'abord parce que ça permet ça régule l'horloge biologique. Ça a beaucoup de fonctions biologiques. Alors, on n'est pas entré dans l'été quand même. Est-ce qu'il va pleuvoir bientôt et est-ce qu'on peut se faire des épisodes météorologiques? Alors, du coup, des coups de froid en retour. On peut en avoir des coups de froid. Donc, en réalité, si on prend simplement la séquence qu'on vit actuellement, elle va se finir demain. Demain après-midi, on va avoir une rentrée de nuages sur l'ensemble de la France, un petit peu de vent, localement un petit peu de pluie. On va rentrer dans un système perturbé. Dimanche, on aura certainement une perturbation qui rentrera. Les personnes qui sont dans le sud de la France auront une sensation encore de beau temps, parce qu'il fera doux, encore pas trop froid. En altitude, les gens qui sont au ski, eux, vont voir la différence. Les températures vont chuter entre aujourd'hui et les jours à venir de 10 à 15 degrés. Donc, ils vont vraiment le sentir. C'est énorme, ça. Il va y avoir de la neige au-dessus. Il va y avoir de la neige au-dessus, dans les Alpes, au-dessus de 1500 mètres. On devrait avoir de l'ordre de 10 cm de neige. Donc, c'est une bonne chose pour les stations de ski. Mais on revient dans un cycle de perturbation qui a lieu en hiver, au mois de février, au mois de mars. C'est de toute façon tout à fait classique. Dites-moi, on évoquait dans le reportage ces questions soulevées par la NASA notamment, indiquant qu'on allait perdre un certain nombre de nos nuages et que s'ils disparaissaient réellement, ce serait 8 degrés de plus pour l'humanité. Alors, est-ce que c'est sérieux, possible et envisageable ?
Il faut savoir que l'évolution, c'est terrifiant. Alors l'évolution de la couverture nuageuse dans un monde qui se réchauffe, c'est depuis longtemps un point dur de la modélisation. Et c'est un des éléments qui fait que les divers modèles, il y a à peu près une vingtaine de modèles aujourd'hui dans le monde pour les gens qui étudient l'avenir du climat. La divergence entre modèles, c'est-à-dire le fait que certains donnent des résultats sensiblement différents d'autres, ça tient pour beaucoup à la façon dont ils voient l'évolution de la couverture nuageuse. Donc ce point, il est déjà identifié depuis longtemps. Donc pardonnez-moi, là, on est au cœur du système, même dans le débat scientifique. Absolument. Et par ailleurs, selon la couverture nuageuse qu'on favorise, le résultat en plus n'est même pas le même, parce que si vous faites un peu plus de cirrus, qui sont des nuages de haute altitude très translucides, qui sont composés de vapeur d'eau aussi, et donc qui participent à l'effet de serre, puisque la vapeur d'eau participe à l'effet de serre, vous allez globalement augmenter l'effet de serre, si vous rajoutez des cirrus, comme les traînées de condensation des avions, soit dit en passant. Alors que si vous augmentez des cumulus, là par contre, globalement, ils ont un effet réfléchissant plus important que leur effet de serre. Donc en fonction des nuages, du type de nuage qui apparaît, en plus ou en moins, vous avez un effet qui ne porte pas le même signe sur l'évolution globale du climat. Donc tout ça est parfaitement... alors je ne connais pas l'étude de la NASA, je n'ai pas lu celle-là dans le détail. Par contre, le fait que depuis longtemps, il y ait un débat scientifique au sein de la communauté sur le fait que l'évolution sera plus ou moins rapide en fonction de ce qui va se passer sur la couverture nuageuse. Ça, c'est un débat ancien, j'ai envie de dire, qui a quelques dizaines d'années. Donc il faut prendre soin de nos nuages. Vous nous rappelez ce qu'on appelle exactement un stratus et un cumulus en quelques mots? Le cumulus, c'est le petit nuage un peu bourgeonnant, la balle de coton qu'on voit en été qui est beau. Le stratocumulus, c'est une accumulation de ces cumulus qui vont s'étaler en une dalle de nuages plutôt bas. Et les cirrus dont parlait Jean-Marc Jancovici, ce sont des nuages qui sont sous forme de cheveux, d'altitude, qui sont essentiellement composés de glace. Et après, vous avez les 10 types de nuages qui... Mais on voit évoluer nos nuages et, pardonnez-moi, est-ce qu'on en voit disparaître? Enfin, ça s'évalue la quantité de nuages, parce que, pardonnez-moi, c'est pas un phénomène stable, c'est pour ça que je trouve ça... Vous comprenez ma question? Un être humain aura beaucoup de mal à l'évaluer parce que c'est quelque chose... Les nuages évoluent en permanence. Un nuage n'est pas quelque chose de statique. Un nuage se transforme en permanence. Si vous mettez cet été, vous vous allongez dans l'herbe, vous regardez le ciel, je vous le recommande, vous verrez que les nuages bougent en permanence, se déforment en permanence. Ils se transforment en permanence. La seule façon dont on peut mesurer réellement comment évoluent nos nuages, c'est essentiellement par l'observation des satellites, grâce aux satellites, et ça c'est quelque chose d'extrêmement pointu. Mais l'être humain depuis le sol a beaucoup de mal à s'en rendre compte. Bon, j'ai bien compris que quasiment sur votre première intervention, vous avez dit on a un problème parce qu'il faut quand même qu'il pleuve et il faut rééquilibrer nos sols. D'ailleurs tous les deux vous étiez parfaitement d'accord là-dessus, ce qui donc suggère d'éventuels problèmes pour l'agriculture. Alors moi je passe toujours quand on a un épisode comme ça quelques coups de fil en province, vous savez, aux vieilles tantes, aux grands-mères, etc. Et alors oh là 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 là, il fait très beau pendant le mois de février, alors ça c'est pas bon pour le printemps, on n'aura pas un bel été. Je vous laisse commenter. Et ne vous fâchez pas avec nos grands-mères. Non, je ne réponds pas, c'est pas scientifique. Moi j'ai une réponse par contre, qui est que ça augmente un risque. Non, ça augmente un risque sur la végétation. C'est que la végétation débourre plus tôt. Et ça, on a eu cet épisode déjà l'année dernière. Et du coup, si vous avez un gel qui est entre guillemets normal pour la saison, dans un mois, là vous pouvez dire adieu à la récolte de fruits, et ça affaiblit la végétation par ailleurs. Donc c'est surtout ça le problème que vous pouvez avoir. Il peut y avoir ça, il peut y avoir aussi des plantes qui ont besoin d'avoir un coup de froid pour repartir. Si elles n'ont pas ce coup de froid, elles n'arriveront pas à se développer correctement. Donc ça peut avoir un impact sur les quantités de produits. Les fruitiers sont souvent comme ça. Alors février n'est donc pas encore terminé, mais d'ores et déjà, record là encore battu au regard de l'ensemble de 2018. Bref, on bat et non pas on boit en 2 mois le nombre de jours de forte pollution de l'année passée. Et je ne vous parle même pas des pollens. On va parler donc aussi de notre santé. Vincent Farandège. Je peux voir votre vignette critère, s'il vous plaît. Votre vignette critère. Je l'ai pas, je pense. Aujourd'hui, certains n'étaient pas équipés ou pas informés. Donc là, vous êtes dans la zone d'arrêté interdisant la circulation aux véhicules n'ayant pas de vignette. Donc je dois vous inviter à faire demi-tour, monsieur. Ça marche. Je vais faire demi-tour alors, d'accord? Pour la première fois à Lille, la circulation différenciée a été mise en place. Suite aux relevés de pollution qui sont transmises à monsieur le préfet, la décision d'abaissement des vitesses qui avait été prise au cours des journées n'a pas permis de baisser significativement la pollution. Et donc nous sommes passés à la vignette critère, chose qui avait déjà été prévue et préparée en préfecture depuis de plusieurs années, et donc qui a été mise en place pour la première fois aujourd'hui. Même système à Paris, où 350 policiers sont mobilisés jusqu'à minuit. Les 2 métropoles peinent à respirer, victimes d'un pic de pollution aux particules fines. Et les conséquences sur la santé sont multiples. La pollution augmente l'asthme. Elle serait responsable de 15 à 30% des maladies respiratoires et cardiovasculaires.
Les risques de cancer sont également majorés et certaines allergies peuvent être aggravées, notamment celles au pollen. Les températures printanières en plein mois de février dérèglent le calendrier des pollens qui arrivent beaucoup plus tôt que d'habitude. Le pollen. Les cyprès, par exemple, très allergènes, entrent normalement en pollinisation fin mars, mais ils ne sont pas les seuls. On trouve déjà sur tout le territoire les pollens des zones, noisetiers ou graminées. 11 départements sont en alerte rouge. Petit bouton qui gratte à l'endroit concerné. La météo clémente fait que les pollens sont en grande quantité, avec plus de vent qu'avant aussi. Et ça, c'est un cofacteur important de dispersion des pollens dans l'air. On sait que les pollens de cyprès peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres. Aujourd'hui, entre 25 et 30% des Français sont allergiques au pollen. C'est 4 fois plus qu'il y a 40 ans, à cause notamment du réchauffement climatique. La première, c'est est-ce que les mesures, alors là je vous demande un avis, qui sont prises notamment de limitation de la circulation, ont un quelconque effet, un quelconque intérêt selon vous à court terme pour nous protéger? Parce que si vous voulez mon avis, aujourd'hui on a encore fait des bataillons de gilets jaunes. Donc quand on dit à quelqu'un demi-tour, tu rentres pas en ville aujourd'hui à Lille ou à Paris, ce sont des mesures raisonnables. Voilà. En fait, quand vous regardez la carte de la pollution, ça dépend de quelle pollution on parle. Si on s'intéresse aux particules fines, oui. Quand vous regardez les cartes de présence de particules fines en Europe, vous voyez que les concentrations sont en fait des choses qui varient à large échelle. C'est-à-dire que quand on est en épisode de pollution, toute l'Europe du Nord, par exemple, est couverte d'un gros nuage rouge de particules fines. Et donc à ce moment, que vous soyez en ville, pas en ville, vous pouvez pas être en ville. La circulation ne joue pas un rôle déterminant dans l'apparition de ces particules. Donc je pense que c'est une mesure qui est plus symbolique qu'autre chose à ce stade. C'est très difficile de savoir d'où viennent les particules. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de me dire? Oui. On emmerde des milliers de gens. Non, il y a un moment où il faut être raisonnable. On les emmerde sur quelque chose qui est facile à faire. Parce que sur les mesures qui sont plus structurelles, c'est plus difficile. Vous avez par exemple une grosse source de particules qui est toute l'électricité au charbon qui est produite dans l'Europe du Nord. Oui. Et on voit bien quand il y a des vents d'Est, des vents du Nord-Est, les nuages de particules qui arrivent sur la France, c'est plus facile de demander quelque chose à l'automobiliste français quand vous êtes préfet de police en France que de demander quelque chose aux électriciens allemands. Plus facile. Donc, en fait, vous êtes obligé quelque part, quand vous êtes l'État, de montrer que vous faites quelque chose. Vous êtes un peu obligé. Tous les gens qui passent sur ce plateau, vous leur demandez qu'est-ce que vous faites, ils sont bien obligés de vous dire qu'ils font quelque chose. C'est rare qu'ils acceptent de vous dire là on n'y peut rien. Bon. Donc il y a une partie de la pollution. Je vous ai déjà entendu tenir des propos de ce type, qui étaient des propos sincères et honnêtes, et qui sont le fait d'un grand scientifique. Donc je pense que de temps à autre, on peut dire la vérité aux Français, qui sont assez intelligents pour la comprendre. C'est un autre débat, je suis d'accord avec vous. C'est un long et intéressant débat, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, donc donc il faudrait mesurer. En fait, il faudrait faire des doubles aveugles, chose qu'on n'a absolument pas là. Il faut faire des études épidémiologiques dans ce genre de contexte. Je pense que dans 253 ans, on n'y arrivera toujours pas. Donc c'est très difficile de savoir si effectivement ça a une efficacité. Martine Pérez, l'avis du médecin. Oui, c'est assez compliqué. Vous savez, la pollution atmosphérique, c'est des multiples sources. Il y a bien sûr la pollution automobile, il y a la pollution industrielle, il y a les centrales au charbon, mais même des phénomènes naturels. Il y a les vents des sables qui amènent, il y a les éruptions volcaniques. Donc tout ça se mélange dans l'air entre les particules et différents types de gaz. Donc c'est assez compliqué. Mais vous avez raison, on ne peut pas arrêter les centrales à charbon d'Allemagne. C'est difficile d'arrêter les éruptions volcaniques ou les vents des sables. On ne peut pas arrêter notre vie industrielle qui déjà ne se porte pas très bien. Mais on essaye d'agir sur ce qu'on peut, c'est-à-dire la pollution d'origine automobile qui a beaucoup baissé d'ailleurs ces dernières années. Je vous dis sincèrement, je pense que ça nourrit le populisme. Moi, je suis sûre qu'on sait aujourd'hui que la pollution automobile augmente la pollution particulière. Oui. Il n'y a pas de raison en période de pollution, parce que comme l'air stagne et ne bouge pas, de ne pas essayer de prendre ce genre de mesures. D'ailleurs, la preuve, c'est que souvent, les gens ne sont pas rebelles. Hein, ils ont assez bien accepté. Ça dure 2 ou 3 jours. On n'a pas créé de révolution. Et je ne crois pas que les gilets jaunes vont s'en émouvoir comme vous avez... Je vous sens très inquiet là-dessus. Je ne suis pas sûre que ça va... Je ne suis pas d'accord avec vous, mais ce n'est pas le problème. Les Américains ont publié une étude incroyable ce matin, dont on s'est fait écho, indiquant 22 000 morts prématurées dues au diesel, dont 66% de ces décès seraient dus au diesel. Est-ce que des études de ce type vous semblent aujourd'hui argumentées et sérieuses ?
Alors, il y a eu beaucoup d'études sur la mortalité liée à la pollution. Alors, en France, il y a quelques années, et ça fait la une de tous les journaux, on a estimé qu'il y avait 48 000 morts liées à la pollution. Mais souvent, quand les journaux évoquent ce genre d'études, ils n'expliquent pas du tout de quoi il s'agit. Quand on parle de 48 000 morts, je vais être incapable de vous dire mon grand-père ou ma grand-mère est morte de la pollution. Oui. Ça, on ne sait pas. Ce sont des évaluations statistiques, ce sont des projections. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un pic de pollution? On examine les taux de mortalité dans les grandes villes et on regarde ce qui se passe. Or, on a pu constater, enfin il y a eu des études assez poussées qui ont montré que lors des pics de pollution, les personnes fragiles, c'est-à-dire en insuffisance cardiaque ou en insuffisance respiratoire, avaient un risque accru de décéder. Alors, mais est-ce qu'ils meurent vraiment de la pollution ou de la maladie qu'ils ont? En réalité, il y a eu des calculs encore plus approfondis qui ont montré que ces personnes-là perdaient entre quelques semaines et 8 mois d'espérance de vie. Quand on est en bonne santé, aujourd'hui en tout cas, on ne meurt pas de la pollution. Je vous dis, les derniers chiffres disaient que c'est 48 000 personnes qui décéderaient prématurément de quelques mois dû à la pollution. Alors, maintenant se pose le phénomène des pollens. J'ai connu une époque où on n'en parlait absolument pas. Oui, c'est vrai, moi aussi. Et où on ne s'interrogeait absolument pas de savoir si nos enfants allaient être allergiques. Et maintenant, tout le monde se dit touché à tous les âges de la vie. Et ça remplit les bureaux et les officines de vos confrères et de vos consoeurs allergologues. Alors, seconde question, c'est est-ce que si les pollens sont en train de sortir en ce moment, ça veut dire que la nature se réveille trop tôt et qu'elle peut se prendre un coup de fouet derrière? Alors on va le faire en 2 temps. Déjà sur notre santé, les pollens. Bon, d'abord, le nombre de personnes allergiques a beaucoup augmenté au cours des 30 dernières années. Alors il y a beaucoup d'explications à ça. C'est pas seulement la pollution. D'abord il y a la pollution de l'air intérieur. Il y a des experts, des immunologistes qui disent aujourd'hui, on soigne trop les infections des enfants, on les protège trop. Il y a un excès d'hygiène qui fait que leur système immunitaire ne combat plus les infections, mais combat des choses qui sont des éléments naturels. Et effectivement, l'allergie au pollen est devenue quelque chose de complètement fou et de très important. La pollution est un facteur de risque d'exacerbation de l'allergie au pollen. Parce que quand vous êtes exposé au pollen et à la pollution, eh bien, il y a une inflammation des bronches qui facilite la pénétration des pollens dans l'arbre bronchique et au niveau respiratoire et qui fait qu'il y a une exacerbation de tous les symptômes. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la saison des pollens augmente et est beaucoup plus longue qu'avant. Ça commence en février. Plus le pic de pollution, ben voilà, vous avez des gens, j'ai eu quelques amis tout à l'heure au téléphone, comme vous, je passe quelques coups de fil quand il fait ce temps-là, et j'entendais des éternuements, des toux, des nez qui coulaient, on me demandait qu'est-ce qu'il faut faire. Je voyais une étude américaine qui était référencée par nos confrères de Sud-Ouest ce matin, qui montrait que la préparation du dîner de Thanksgiving, donc en gros, le rôti dans le four, générait dans un appartement beaucoup plus de pollution aux particules fines que n'importe quelle sortie à l'extérieur. Alors, je ne sais pas si c'est le président Trump qui a financé l'enquête. Non mais voilà, on a en permanence des aspects contradictoires, mais ce que vous nous dites notamment ce soir, Jean-Marc Jancovici, c'est que le long terme reste le long terme et que les échéances à plusieurs années, on les connaît et elles sont claires et elles sont effectivement inquiétantes. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va avoir de plus en plus de choses qui vont nous surprendre. C'est le propre d'une situation qui change. Si ça change, c'est de la palissade, ce que je veux dire. Mais si ça change, c'est que c'était pas comme avant. Et si c'est pas comme avant, c'est que ça va nous surprendre parce que ça va avoir un aspect différent. Une autre chose qui est bien connue dans le monde scientifique, c'est que dans le cadre d'un climat qui se réchauffe par supplément d'effet de serre, l'élévation des températures est plus marquée l'hiver que l'été. Et plus marqué au pôle qu'au tropique. Là, je ne sais pas quelle est l'anomalie de température qu'on constate l'été par rapport au normal en ce moment, mais je pense qu'en ce moment, c'est encore au-dessus. En ce moment, on est au-dessus des températures, des normales, ça c'est clair, on les a franchement dépassées. Et ce que dit Jean-Marc Jancovici est tout à fait vrai. Avec le changement climatique, on va avoir des perturbations de cycle que l'on connaît actuellement, qui vont avoir des conséquences énormes. Lesquelles ? Il y en a qui sont très simples. Il y a les canicules qu'on connaît, qu'on sait qui vont apparaître. On sait que des endroits où on manque d'eau, on va en manquer encore peut-être un plus. Des endroits où on va en avoir de trop. Alors on va dire trop d'eau, on peut le gérer. Sauf que c'est faux. Quand vous prenez les canalisations d'évacuation d'eau des villes aujourd'hui, elles sont calculées pour une certaine quantité d'eau. Si c'est trop important, ça déborde de tous les côtés. Oui, elles ont été calculées pour le temps que nous avions. Il y a 30 ou 50 ans. Il n'y a pas que les canalisations. Il y a l'exemple récent du Queensland, là où il y a eu des années de sécheresse et puis tout d'un coup des inondations absolument massives. C'est un bon exemple où, en moyenne, il est tombé de l'eau. Voilà.
En moyenne. Mais elle est tombée très brutalement. Et au même titre, on pense par exemple aux cyclones. On sait qu'avec le changement climatique, les cyclones, on n'aurait à peu près à avoir autant. Simplement, on risquerait d'avoir des cyclones beaucoup plus violents que ce qu'on a actuellement. Donc, comme on sait que l'homme a une tendance à se mettre le long des côtes, on voit très vite les impacts que ça va avoir. Retenez quelques endroits. Regardez la Floride, c'est extrêmement peuplé. Regardez la Chine, avec toutes ses usines, c'est quasiment en bordure de mer. Donc, dès qu'il y a un cyclone, ça devient catastrophique. On détruit complètement toute l'infrastructure du pays en question. On vient d'observer le plus puissant jamais observé dans l'hémisphère nord, un mois de février, là, dans le Pacifique. Wouti. Une question. Wouti. Quand on parle du réchauffement climatique, est-ce qu'on parle bien de l'ensemble de la planète? Et est-ce que nous sommes tous, en tant qu'humanité, concernés? Je pense que c'est très important de le rappeler, parce qu'en effet, quand on juge depuis la terrasse du café à Paris ou à Lyon, c'est pour l'instant plutôt agréable. Oui, et puis encore une fois, les effets les plus inquiétants peuvent être les effets qui prennent leurs racines le plus loin. Il y a eu un peu d'actualité récemment sur ce qui se passe en ce moment sur la calotte antarctique. Vous avez un glacier là, qui est en train de se désagréger à vitesse accélérée. Alors pour faire simple, la calotte antarctique de l'Ouest, celle qui est face au Chili, là, c'est un vaste système d'arc-boutants glaciaires dans lequel la calotte est maintenue en équilibre par chaque glacier qui s'appuie sur son voisin, en gros. Et il y a des vraies inquiétudes sur le fait que si on passe les fameux 2 degrés de l'accord de Paris qu'on va passer, puisqu'on a déjà passé 1,5, enfin on a déjà signé pour 1,5 quoi qu'on fasse, eh bien cette calotte pourrait se désagréger dans un temps qui... Avant, on pensait que c'était quelques siècles. Aujourd'hui, on se dit on ne sait pas, même plus. Et ça, c'est 6 mètres d'eau en plus pour l'océan mondial. Donc la même personne qui se réjouit de prendre une bière en terrasse en ce moment se réjouit du début d'un processus qui va peut-être mettre Dunkerque sous la flotte, et Bordeaux sous la flotte, et Miami sous la flotte, et Shanghai sous la flotte, etc. Et je doute que tout ça conduise tout le monde à boire des bières en terrasse dans la paix et la bonne humeur. Donc, non mais voilà, donc c'est... C'est ça, en fait, le sujet, c'est qu'on voit avec un œil... mais c'est normal, on est des animaux, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Je veux dire, moi aussi, je suis content quand il y a du soleil. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit qu'on était des animaux. Si, on est non, mais on réagit de manière biologique, c'est normal. Oui, bien sûr. C'est tout à fait normal. Mais il faut qu'on fasse un effort d'abstraction pour comprendre que ça va avec quelque chose d'autre qu'on risque de pas trouver drôle du tout. Bon, alors en matière d'abstraction, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que l'alerte est levée à Paris, donc ce sera à partir de minuit, je dis bien à partir de minuit, donc demain jeudi, vous pourrez circuler normalement sans vos fameuses vignettes critères qui limitent en partie la circulation. C'était le cas aujourd'hui aussi, vous le savez, à Lille. Merci beaucoup les uns les autres d'avoir participé à cette première partie d'émission. Dans un instant, l'info du